Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de contournement dédié aux technologies no-code. Moi c'est Alexis et cette semaine j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Charles Thomas, le CEO de Comet. C'est un passionné d'outils no-code et a récemment publié une tribune sur Madines sur le sujet. Comme vous allez l'entendre dans notre conversation, des outils comme Bubble ou Zapier ont joué un rôle fondamental dans les débuts de l'aventure entrepreneuriale de Comet. Allez, j'en dis pas plus, mais si vous vous intéressez au bootstrapping de start-up et à l'entrepreneuriat numérique en général, je pense que ça va vous plaire. Allez, bon épisode. Bonjour Charles, merci de nous accueillir ici dans le super bureau. On va discuter un petit peu de toi, de ta vision du no-code, ta passion du no-code j'ai envie de dire, et puis des débuts de Comet et de toute cette aventure et de tout ce qui t'a amené à publier la tribune qu'on a tous lue sur Madines. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, un grand merci de m'inviter aujourd'hui, c'est très cool. Donc moi, je suis Charles Thomas, l'un des cofondateurs et le CEO de Comet. J'ai 28 ans, je suis lillois d'origine. J'ai fait une école d'ingé au tout début en aéronautique pendant 4 ans. Et ma dernière année, j'ai fait un double diplôme ingé commerce. Donc j'adore les sciences, mais je suis pas très doué pour produire. J'aime bien en parler, mais je sais pas trop en faire. Et donc Comet, ce qu'on fait... c'est une jeune boîte, on a 3 ans et en fait on veut créer une nouvelle expérience de travail pour les gens. Ça c'est un peu notre mission long terme à 15-20 ans. Et de manière pragmatique aujourd'hui, ce qu'on fait c'est qu'on crée une plateforme qui permet de connecter des indépendants dans les métiers tech avec des grandes entreprises françaises. Voilà. Ok, super. Et donc, avant même les débuts de Comet, du coup, tu as fait une école d'ingénieur, mais le code, j'ai vu dans une interview, dans une vidéo, peut-être que c'était pas trop ton truc. Non, en fait, j'ai commencé en faisant du C. J'ai commencé à 19-20 ans à faire du C et au début j'ai trouvé ça vachement marrant, la mécanique. Donc en fait, je dirais le premier trimestre de la découverte est assez excitante. Grisante. Ensuite, on est rentré dans du C un peu plus pointu et je me suis vite lassé. En plus, j'étais pas particulièrement doué et je comprenais la mécanique et j'avais plutôt envie de faire de l'algorithmie sur papier que d'aller coucher du code pour coucher du code. Ensuite, ça s'est mieux passé avec du C++. Je trouvais ça un peu plus facile, entre guillemets, beaucoup plus pragmatique. En gros... j'ai jamais été passionné de code, j'ai jamais été passionné finalement d'en faire. Là où j'ai trouvé une utilité particulière, c'est quand j'ai fait des maths appliquées. En gros, on a fait pas mal de Python. Là aussi, où je trouve que c'était une troisième découverte plus sympa. Mais ça n'a jamais été ni ma grande force, ni ma passion. J'ai beaucoup de potes qui en ont fait soit leur expertise à l'école, soit après dans leur métier. Vraiment leur... plus grande compétence d'être développeur, quoi. Je peux comprendre vraiment le pourquoi, parce qu'en fait c'est un truc qui est je trouve extrêmement intelligent dans le sens assez artistique / artisanal. Enfin, il y a un côté très sympa, mais moi personnellement ça n'a jamais été mon grand dada, quoi. Ok, donc pareil, aucun de tes associés n'était pas trop porté dedans. Non, en fait, c'est vrai qu'on est 3 fondateurs à la base à avoir lancé Comet. On a eu la chance, on en reparlera, mais un an après, de faire venir notre CTO comme cofondateur, Arnaud. Et aujourd'hui, on a une super équipe de développeurs, mais c'est vrai qu'initialement dans le projet, on est 3 copains de prépa, d'école d'ingé, et tous les 3, on a un peu ce point commun qui est que on aime bien les sciences, mais on n'est pas non plus des génies scientifiques. On aime bien le développement, en tout cas en parler. En tout cas, on aime bien les produits digitaux, on aime bien les applications et tout. Et on s'était dit ça pourrait être cool d'en créer. Mais dans les 3, personne n'était vraiment talentueux là-dedans. Et en plus, comme on a monté la boîte 3-4 ans après l'école, on avait tout perdu. Et seul Joseph, qui avait pris un peu la casquette produit dans la boîte, avait une affinité beaucoup plus forte et avait en gros des reliquats d'école beaucoup plus forts que nous. Donc c'est lui qui a un peu endossé ce rôle produit. Mais c'est vrai que dans l'équipe fondatrice, on n'a aucun développeur et encore une fois, honnêtement, aucune skills réelle de développement, quoi. Ok. Et donc c'est intéressant parce que du coup, donc, vous avez démarré Comet en no-code.
Ouais. Donc c'est principalement Joseph, c'est ça, qui s'est occupé de la plateforme? Ouais, Ou exactement. est-ce que vous avez travaillé tous les trois dessus? Alors en fait, c'est Joseph qui s'occupait officiellement de la plateforme, qui s'occupait même en gros à 80% de la plateforme, surtout sur le front. Et on le verra par la suite, on est allé beaucoup plus loin sur du back. Mais c'est vrai que c'est Joseph qui en a beaucoup fait. Nous, en fait, on a beaucoup bootstrappé avec Valentin. Donc je dirais qu'on a passé grosso modo 18 mois sans produit développé, donc codé en prod. Dans ces 18 mois, il y a eu 12 mois sans même avoir commencé à créer un produit maison en code. Qu'est-ce que vous aviez alors, si on peut justement s'arrêter sur le début et sur, sur les premiers mois? Vous aviez un site, Ouais, on avait un WordPress au tout début. On avait un WordPress, ça c'est vraiment les premières semaines. Ensuite, moi je suis passé sur Strikingly, qui permet de faire des landing pages. Je trouvais ça beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Et en fait, plus qu'un site, on avait besoin de shipper des landing pages pour un peu A/B tester et voir quels étaient les messages d'accroche qui marchaient bien, etc. Donc, on a tenu beaucoup sur Strikingly. Ensuite, on est passé, on en reparlera beaucoup, mais sur Bubble, qui a été notre phare génial pour en fait lancer la boîte. Et en gros, on avait un pack de bootstrap, donc un pack de débrouillardise, quoi, qui était leadé par Bubble, suivi par Zapier, qu'on a beaucoup utilisé. Ensuite, on a énormément utilisé Google Spreadsheet. Et je suis assez convaincu qu'avec Bubble, Zapier, Google Spreadsheet, tu peux lancer n'importe quelle boîte, voire tu peux pré-scaler n'importe quelle boîte, quoi. Et donc nous, on a fait beaucoup ça les 12 premiers mois. Ok. Et est-ce que du coup, tu veux détailler un petit peu peut-être le fonctionnement? Enfin, juste vraiment au tout début. Bien sûr. Enfin, j'avais vu dans une interview, il me semble que donc c'était à la main, quoi. C'est-à-dire vous alliez voir les clients. Ouais. Et puis vous vous débrouillez pour trouver donc les clients qui avaient besoin de ressources. Ouais. Et puis ensuite trouver les ressources en allant peut-être sur LinkedIn ou je sais pas, vraiment les chercher une par une. Ouais, exactement. Donc, c'était vraiment. En fait, moi j'ai bossé 3 ans comme business manager en SS2I, en gros. Et en fait, on a fait le même métier après. Les 3 premiers mois de la boîte, on a eu une chance énorme, c'est qu'on est rentré chez The Family, qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide encore énormément. Et ils nous ont tout de suite dit, en fait, les gars, le produit, la plateforme, c'est top. Mais la clé là, c'est en fait aller tester votre idée, délivrer la proposition de valeur à la main s'il le faut, mais allez voir si les entreprises et les freelances vont vous kiffer et aiment l'idée. Et donc les 3-6 premiers mois même, on a vraiment fait ça à la mano. Donc moi, j'allais voir les clients toute la journée. Donc je devais voir 10 clients par semaine, c'était mon objectif perso, pour récupérer des missions. De l'autre côté, il y a Valentin, qui est aussi l'un des cofondateurs, qui lui s'occupait plutôt des freelancers, donc passer sa vie sur LinkedIn, à la mano, taper dans la barre de recherche. Moi quand je rentrais une mission, par exemple développeur React sur Paris, Valentin il t'appelait développeur React freelance sur LinkedIn, et puis ensuite aller cliquer sur connecter avec tout le monde, leur envoyer des inbox, avait un petit fichier Excel pour suivre ça, et trouver le freelance faisait le match. Là où Joseph, lui, est plus vite rentré sur le produit. Donc en fait, on a signé, je pense, nos 30 premiers deals et donc 30 premières missions sans aucun produit. Et on a même d'ailleurs signé nos premiers business avant d'avoir créé la boîte officiellement au tribunal de commerce, quoi. Donc on l'a vraiment fait à la main. C'était vachement marrant en soi, avec du recul. Sur le moment, c'était insupportable, notamment pour Valentin parce qu'il passait ses nuits sur LinkedIn, puisque moi je rentrais le soir avec les missions, lui il bossait un peu la nuit, quoi. Donc, parce que des fois c'était pour le lendemain. Ouais, en général c'était souvent même pour la veille. Ouais, ils avaient besoin tout de suite de quelqu'un. Et donc, mais en même temps, c'est génial parce que je pense que c'est top de commencer une boîte sur cette idée de se dire, outre d'ailleurs le no-code, le bootstrap et tout, de se dire je vais le faire à la main. Alors, je sais qu'il y a plein de boîtes où tu peux pas, si tu fais un médicament, c'est difficile d'aller le faire à la main. Mais par contre, si tu peux le faire pendant 1 ou 2 trimestres, d'aller vivre émotionnellement, en fait, ce que va délivrer ta boîte, de le faire toi-même, c'est énormément de learning. Tu es tellement proche finalement du cœur de ta boîte et de tes utilisateurs que c'est la meilleure phase de découverte en soi possible, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit que ça allait pas marcher? Est-ce que tout de suite vous avez eu des pistes et du coup vous avez persévéré dans ce truc à la main, mais vous avez jamais douté? Parce que c'est un peu l'intérêt aussi des fois de commencer à la main, c'est de fail fast entre guillemets, ouais, c'est vrai. De se dire bon ok, on n'a pas mis en branle une armée, juste on a testé notre idée et puis
En fait, ce qui est cool, c'est que nous, on a la chance d'être sur un business qui est fait à la main depuis 20 ans par les SS2I. Donc en soi, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait de manière, je pense, beaucoup plus saine pour les gens, pour les freelancers en l'occurrence, parce que c'est gratuit déjà, et aussi parce qu'on a un respect du freelancer qui est complètement différent. En fait, en soi, l'idée qu'on a, le problème qu'on résout et finalement ce qu'on crée comme valeur, c'est pas extrêmement novateur en soi. En fait, le product market fit par exemple, ou le fait de se dire est-ce que notre idée va marcher. Nous, on est sur une industrie qui fait 40 milliards en France et qui a 55 000 acteurs en France et qui est faite qu'à la main depuis le début, avec une marque un peu challengée. Donc, grosso modo, on n'a jamais douté sur est-ce que l'idée est bonne, est-ce qu'il y a un truc à faire. On l'a su assez vite. Là où on a douté, c'est de se dire, ok, en fait, pourquoi on ne deviendrait pas une SS2I ? Qu'est-ce qui va faire que justement on n'est pas en train de créer une ESN ou une SS2I ou une agence ? Outre le fait d'aimer les freelances, qu'est-ce qui change, quoi ? Et on a douté aussi un peu plus sur un rationnel financier. On était au chômage, comme en fait on prend grosso modo 10% de commission côté entreprise, c'est gratuit pour les free, on est les moins chers du marché. On s'est dit, mais en fait, là, on est au chômage. Si on veut se payer, il faut qu'on démarre des centaines de projets. Vu le temps que ça nous prend, est-ce que c'est viable, en fait ? Ouais. Donc, on a plutôt douté sur la viabilité de notre projet dans le sens financier du terme que sur est-ce que nos utilisateurs nous attendent. Ça, on le savait, quoi. Ok. Et alors, du coup, comment s'est fait le passage, justement, à une plateforme un petit peu plus structurée avec Bubble, comme tu mentionnais ? En fait... Le pourquoi ça s'est fait déjà, c'est parce que justement on s'est rendu compte, en gros Valentin on pouvait plus de faire des trucs, c'est une action qu'un singe peut faire, quoi, de taper une recherche sur LinkedIn et ensuite cliquer sur les 14 pages et donc les grosso modo 20 profils à chaque fois et cliquer sur connecter et faire des copier-coller pour contacter les gens. C'était super relou, super chiant en gros pour Valentin. On s'est rendu compte qu'en fait 80% de nos tâches était vraiment un peu idiote, automatisable. Donc le pourquoi, c'est que ça commençait vraiment à être difficile de tenir le volume. C'était intellectuellement super barbant et on s'est rendu compte qu'en fait, une grosse partie de ce qu'on faisait, on n'avait aucune valeur, l'humain avait aucune valeur ajoutée et qu'en fait, c'était complètement automatisable. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut se débrouiller, essayer d'être ingénieux pour finalement que ce qui est barbant aujourd'hui soit automatisé, nous permettre de faire ce qui est intéressant et à valeur ajoutée, et justement de pouvoir gérer le volume. Parce qu'on avait des centaines de missions, quoi, à ce moment-là. Et ingérable à la main. Et donc, en fait, on est rentré... En fait, on a connu... moi, j'ai connu un peu tout ça, encore une fois, grâce à l'écosystème, grâce à The Family, grâce à des potes entrepreneurs. Je pense que c'est top aussi les 6-12 premiers mois quand t'es first time founder, donc c'est ta première boîte, c'est quand même trop cool de parler avec un max de gens et pour te nourrir à fond, ou de regarder Coup d'État, d'écouter des podcasts, etc. Et en fait, très vite, d'ailleurs, il n'y a pas contournement, mais ça aurait été génial de vous avoir à ce moment-là, parce qu'en fait, on s'est dit, ok, mais il existe cette notion de bootstrapping ou de no-code, il existe en fait des moyens, des manières d'automatiser des choses sans avoir à pondre une seule ligne de code. Et donc, on a eu conscience de ça, puis juste derrière, moi je suis allé sur Product Hunt, je suis allé en gros surfer un peu sur Internet pour essayer de trouver des outils. Et très vite, on a vu Bubble sur Product Hunt, je m'en souviens tout le temps, mais c'était un dimanche soir. En fait, on avait rendu nos appartes et on avait un appart bureau. Donc en gros, on bossait ensemble dans le même appart, quoi. On avait chacun sa chambre et on bossait dans le salon. Et moi, j'étais dans ma chambre un dimanche soir, vachement curieux de voir ce qu'on pouvait faire avec ces outils, donc en train de bosser. Et en fait, je tombe sur Bubble et je crois qu'à l'époque, le didacticiel de Bubble, c'était de refaire Airbnb où il y avait je me souviens que tu devais mettre une carte, une sorte de marketplace. Oui, tu dois mettre des pointeurs sur la carte et tout ça, c'est les premiers... Ouais, exactement, les premiers exos. Et il y a un côté assez marketplace, un des exercices. Et donc, j'ai fait le truc. Et à minuit, je déboule dans la chambre de Joseph en disant, en fait, faut absolument que tu essayes ce truc-là demain. Je viens de jouer un peu avec pendant 2 heures, c'est trop cool. Et le lendemain, Joe s'est mis sur Bubble. Et là, franchement, cette semaine-là, il nous a fait des trucs déjà de ouf. Okay. Des formulaires pour que les clients déposent
toutes seules leurs missions. Donc déjà, j'avais plus besoin de prendre mon téléphone pour récupérer et prendre des notes pour les missions, des formulaires pour que les freelances s'inscrivent, remplir un Google Spreadsheet automatiquement avec un onglet freelancer, un onglet mission, et puis ensuite faire un petit onglet match, quoi. Donc ça s'est fait comme ça, en fait, grâce à Bubble. Ensuite, j'ai connu Zapier. Là aussi, avec Joe, on a beaucoup creusé Zapier, avec Valentin aussi. Et Valentin, il a creusé une autre zone qui était toutes les extensions Chrome. En fait, on n'y pense pas, mais il y a des milliers, même des dizaines de milliers d'extensions Chrome. Et en fait, Google Chrome est un super allié pour ça. Et donc, lui, toutes les actions LinkedIn, d'emailing, de contact et tout. Du scrapping, peut-être un peu. Ouais, de scrapping. Ouais. En fait, on utilisait un truc qui s'appelle DuxSoup. Donc, D-U-X plus loin S-O-U-P. C'est un petit canard, c'est un produit très chelou, mais qui est assez cool. En fait, tu tapes, par exemple, développeur Paris, freelance. Et en gros, ce qui est cool, c'est que ça va aller te connecter automatiquement avec tout le monde. Te connecter dans LinkedIn, quoi, faire créer la relation ouais, entre ça va ton compte et puis les gens. Ah, ok. Exactement, ouais. Donc, très honnêtement, je sais pas follow, si enfin, Mass Connect. Ouais, Mass Connect. Okay. Je sais pas si c'est très légal ou pas. Enfin, en tout cas, ils sont encore en vie, donc je pense que ça l'est. Mais en gros, ce qui est cool, c'est que déjà, en fait, on avait un système qui, quand les clients déposaient une mission, ça remplissait un Google Spreadsheet qui, lui, avec l'extension Chrome, en gros, allait se connecter automatiquement aux bonnes personnes sur LinkedIn. Et en fait, ça récupère, DuxSoup aussi récupère en fait l'adresse email. Quand tu es connecté de niveau 1 avec quelqu'un sur LinkedIn, tu as son mail. Et ça, c'est assez cool. Donc en gros, en fait, on utilisait DuxSoup pour se connecter automatiquement aux gens. On récupérait leur adresse email, et puis comme c'est du B2B, puisque tu parles à des freelances qui ont une structure, donc tu as le droit de faire du cold mailing, on leur envoyait un petit mail comme ça. Et ça, on a utilisé Yet Another Mail Merge, YAM, qui est assez cool, qui est un truc de public posting sur Google Spreadsheet. Et donc en gros, on a fait les extensions Chrome, Bubble, Zapier, Spreadsheet comme core truc, quoi. Ok. Et donc, ce qui restait à la main, le matching. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, là, tu as bien détaillé ta stack, vraiment de no-code, c'est cool. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire, que vous aviez envie de faire, et que vous n'avez pas trouvé les outils, vous n'avez pas trouvé le moyen, la bidouille qui permettait? Ouais, en fait, c'est justement là où l'humain, finalement, même encore aujourd'hui, est extrêmement important. Il y a des trucs comme les sales, notamment en enterprise, nous on travaille avec quasiment l'ensemble du CAC 40. On a une grosse partie ce qu'on appelle le SBF 80, parce que c'est le SBF 120 moins les 40. Donc grosso modo, on a une centaine de très gros clients. En fait, en enterprise, tu peux pas trop faire de bidouille, de growth hacking. Tu peux le faire avec des small, medium business, donc des PME ou des ETI, mais c'est difficile avec des grands groupes. Donc ouais, tout le fait, la prospection, tu peux un peu automatiser, mais par contre derrière les ventes pures, tu as besoin de prendre ton téléphone, d'appeler le standard s'il le faut et prendre ton rendez-vous aussi avec des humains, quoi. Donc ça, moi je l'ai beaucoup fait. Les rendez-vous clients, donc en gros toute la partie plutôt business, tu peux améliorer la performance des commerciaux, tu peux vachement leur faire gagner du temps via des outils, via le CRM, via du Bootstrap et du no-code. Mais nous, en fait, encore aujourd'hui, mais énormément au début, toute cette partie-là, elle est quand même très humaine. La deuxième, c'était la qualification. Parce qu'en gros, l'une de nos particularités, c'est que, en fait, on teste les freelances qui s'inscrivent. On a mis du temps, on a itéré comment est-ce qu'on pouvait le faire vraiment sur tout le monde. Maintenant, vraiment, c'est automatique sur tous ceux qui s'inscrivent. Et ça, en fait, nous, pendant un an et demi, en fait, on faisait des entretiens nous-mêmes avec les freelances, quoi, pour voir si tu t'inscris comme data scientist, il faut que je puisse voir si c'est vrai. Donc, comme on avait un peu de réseau. Comment vous vérifiez, par exemple, discussion, est-ce que... Alors, à l'époque, c'était une heure et demie d'entretien avec moi ou Valentin ou Joe ou des premiers freelances qui étaient là. Et en gros, on discutait, on donnait des petits tests techniques pour voir un peu. Et pour voir si quand tu déclares quelque chose, c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, on a plusieurs trucs. Pour faire simple, plus gros, on appelle ça le peer-to-peer interview. C'est encore un truc qui est finalement sans code. C'est qu'on utilise la communauté. Donc on a 80 000 freelances qui se sont inscrits et on en a gardé 5 000 pour l'instant. Et en fait, ces 5 000 freelances, c'est eux qui font les entretiens
avec les freelances qui s'inscrivent, donc les nouveaux potentiels freelances. Donc on a gardé ce côté-là, mais on l'a finalement scalé grâce à la communauté. Et donc ils sont payés pour ça. En fait, on les rémunère. Ça dure 1h30. Ça se fait dans notre produit maintenant. Donc en tant qu'intervieweur, si toi tu t'inscris comme freelance et que moi je te fais passer entre guillemets l'entretien, on a 1h30 dans le produit Comet où on se voit, où tu peux coder. Moi, en fait, j'inscris tout dans le produit Comet. Et le test est généré aussi par le produit Comet. Donc maintenant, c'est dans le produit, mais on a gardé cette mécanique d'entretien. Et donc à l'époque, c'était full manuel. Aujourd'hui, c'est du manuel fait par les freelances, mais complètement embarqué dans le produit. Et après, pour faire vite, on a un data lake qui lui récupère le LinkedIn, le GitHub, le Stack Overflow et tout. Et en fait, on essaye de cruncher cette data-là pour faire de la pré-qualification, essayer de voir le nombre de commits que tu as fait, les projets sur Kaggle que tu as pu faire en data, etc. Et on a un système automatique de prise de référence. En gros, on envoie un email automatique à tes anciens clients, anciens managers, pour prendre des retours terrain aussi. De ceux qui sont des missions passées par Comet ou même de les autres Même si tu n'as jamais été freelance et que c'est ta première expérience en freelance, tu viens de passer freelance ce matin, en fait, on va envoyer un email, c'est toi qui le remplis dans le produit, mais il y a un email qui va partir à ton ancien manager quand tu étais salarié, quoi. Ou ton ancien prof si tu étais étudiant. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment... là, je vois bien une vraie valeur ajoutée à ce que vous faites, quoi. Ouais. Ok, donc ça, malheureusement, par contre, j'imagine que là, les développeurs vous ont beaucoup aidé quand même quand tu disais cruncher les données, etc. Ouais. Là, c'est un vrai travail. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, encore aujourd'hui, tu vois, c'est encore vachement finalement humain, puisqu'il y a tous les freelances qui... Le gros de la qualif, c'est ça, c'est les freelances qui font des interviews avec les nouveaux, par contre, ou les nouvelles. Par contre, là où la tech nous a aidé, c'est qu'avant, on pouvait en faire, je dis une bêtise, 10 par semaine. Là, on en fait 1000 par semaine. Enfin, en gros, c'est que tu peux gérer beaucoup. Passage à l'échelle. Exactement, oui. Ok. Ouais. Et alors, donc c'est hyper intéressant vraiment de voir ce que le no-code vous a permis de lancer. Comment ça s'est passé le switch? Et notamment, c'est marrant parce que au dernier Meetup Bubble, la question a été posée à Emmanuel, sur vous, puisque quand est-ce que le contrat de Bubble s'est arrêté chez Comet. Donc on a eu sa version de... ça pas sa réponse, mais... on va dire un petit peu comment lui avait vécu le truc. Donc je suis curieux d'avoir un peu ton côté de l'histoire. En fait, nous, je pense très sincèrement qu'on aurait pu encore rester un peu sur Bubble. Okay. Parce qu'en plus, ils vont super vite, le produit progresse très vite. Et en fait, en termes d'opération, on aurait pu tenir encore un peu. C'est surtout parce qu'on a rencontré notre CTO, en fait. Donc... c'est très dur, on le sait, de pouvoir recruter des développeurs aujourd'hui, on le sait, mais c'est très dur aussi de trouver un cofondateur tech. Et nous, à un moment, on s'était quand même dit, bon, en fait, on a levé notre premier tour de table sur Bubble, quoi. On a levé 2 millions d'euros, on n'avait pas une ligne de code. Il y a un moment quand même, si tu veux continuer à croître, vu que les volumes deviennent importants, il faut que tu puisses quand même mettre un peu de vraie tech dans tout ça. Et donc on a cherché un CTO, on a rencontré Arnaud, on a eu un fit franchement incroyable. Donc Arnaud est arrivé l'été 2017 comme cofondateur. À peu près un an après le début. Ouais, c'est ça, voilà. 9 mois après. Okay. 9 mois, 1 an après, quoi. Et en fait, Arnaud est arrivé, il a vu qu'il était assez impressionné. Enfin, il s'est dit, ok, à ce moment-là, on devait faire franchement, je sais pas, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, sans une ligne de code, etc. Donc il s'est dit, ok, en fait... le truc tourne, quoi. Ils sont une dizaine, la boîte tourne, elle a levé 2 millions et ils ont pourtant dans les 10 il n'y a pas un développeur, il n'y a pas une personne qui est capable de shipper une ligne de code. Et donc Arnaud est arrivé à passer, on va dire, un trimestre plutôt à sunboarder, à comprendre un peu nos problèmes, un peu moins qu'un trimestre, mais on va dire un mois et demi. Et là a commencé justement à peser les premières briques en se disant je vais rapatrier une partie de vos opérations et je vais voir si la tech vous fait gagner un truc, quoi. On avait identifié notamment sur le matching, on n'en a pas beaucoup, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que le matching était là purement manuel. Là où aujourd'hui il y a une grande partie automatisée. Donc c'est sur le matching qu'Arnaud a commencé en fait à créer de la tech dans le sens code, quoi. Il a pris le matching, il a essayé justement de notre liste de freelance, notre liste de mission, plutôt que de faire grosso modo, comment on appelle ça,
des tableaux croisés dynamiques, d'aller un peu l'étape du dessus, de faire un peu de scripting, puis de faire un peu de code. Entre-temps d'ailleurs, on a eu Darwin qui nous avait rejoint, qui avait fait un peu de Ruby. On avait mis une petite couche de Ruby pour notre back-office, et notamment la couche plutôt back-end du back-office. Mais ça, c'était plus anecdotique. Et donc, Arnaud vient prendre des morceaux de nos opérations qui sont compliqués pour nous et essaye de mettre de la tech. Et puis en fait petit à petit en gros fin 2017 on se dit en fait il faut qu'on puisse passer ensemble. Arnaud a pris une stack, donc on est full JS aujourd'hui, on fait du Vue en front et on a du Node.js en back. Et donc Arnaud en fait on en discute au fil de l'eau, on voit que ces composants tech fonctionnent vraiment bien sur des gros bottlenecks de la boîte, donc des gros problèmes dans les opérations, la tech nous apporte beaucoup versus le no-code. Donc là, et aussi cette croissance à maintenir. À ce moment-là, on faisait à peu près 50% par mois de croissance sur notre chiffre d'affaires. Et donc, Arnaud, en fait, on décide fin 2017, ok, recrute ta team tech, et puis on passe tout le produit en in-house, quoi, en développement interne. Et petit à petit, on a passé nos opérations. Premier semestre 2018 entre Bubble et le Legacy un peu, jusqu'à du pur développé maison, quoi. Ok. Il y a deux choses intéressantes, je trouve, dans ce que tu dis. La première, c'est que le fait de ne pas avoir de code vous a pas empêché de recruter un CTO. Ouais. Au contraire, même j'ai l'impression que tu dis que ça l'a un peu impressionné et que ça l'a peut-être attiré. Je pense que c'est aussi cool parce que du coup, il a vu les perspectives qui s'offraient à lui et quand même des beaux challenges, notamment sur le matching avec la data et tout. Et la deuxième chose, que ça on a observé déjà dans d'autres projets grâce au no-code, c'est le fait de pouvoir mettre des briques en fait et que l'opération ne s'interrompt jamais. Ouais. Vous avez toujours votre front, vous avez toujours votre bubble qui continuait. Les gens pouvaient toujours s'inscrire, vous pouvez avoir des nouveaux clients et en même temps vous avez enrichi petit à petit, quoi. Enfin après vous avez décidé d'un switch clair, mais en tout cas au début vous avez pu faire des tests. Mais il n'y a jamais eu d'interruption de service, il n'y a jamais eu de ok, on arrête tout, on a 3 mois pour développer et puis après on reprend. Non, ça n'aurait aucun sens en termes de business. Mais non, mais t'as raison, c'est ça qui est. C'est un peu une vie microservice, tu vois. C'est que, en gros, et nous à la fin, au moment où on s'est dit, autant tout passer en full développé maison, c'est parce que justement, à un moment, en fait, on avait un existant en code qui commençait à être vraiment conséquent, et puis on s'est dit, en fait, le coût pour aller développer, c'est 4-5 écrans de front en Vue.js, c'est 2 semaines, même pas, donc en gros, même pas 2 jours. On va le faire, et puis petit à petit, la tech a pris un peu le dessus, puis parce que nos opérations étaient importantes. Mais ouais, ce qui est génial, c'est que moi, pour être très honnête, je digresse un peu, mais en fait, j'adore parler avec des entrepreneurs. Vraiment, c'est un truc ça me nourrit énormément et c'est une passion, quoi. Et donc, le week-end, j'en vois constamment. Et de tous les stages, quoi. Ce qui est trop marrant, c'est que quand c'est de l'early stage, beaucoup de gens rêvent de leur plateforme, de la tech, de l'algorithme. Enfin, tu vois, ils parlent souvent d'algo, d'IA, de trucs, c'est très cool. Et ils te disent, en fait, je vais aller faire un tour avec, lever un peu d'argent, et puis, je vais aller faire mon proto par une équipe, par une agence ou. Ouais, mais en fait, prends Bubble, Zapier et vis-le, quoi. Fais-le parce que on en pourra en reparler, mais ton job, c'est trouver le product market fit, c'est ton premier job, et donc faut que tu sois près de tes users, faut que tu délivres à la main les trucs, et si tu veux faire un product, oui c'est important, mais fais ton MVP toi-même. Genre forme-toi sur Bubble, en une demi-journée t'es devenu bon, et fais-le. Donc va pas mettre 20 000 euros pour faire un MVP, non. Et surtout qu'après, en fait, justement, comme tu disais, la continuité des opérations, elle se fait très bien entre le no-code et le full code. C'est que en fait nous on avait vraiment considéré que notre produit c'était plein de petits microservices, un microservice d'acquisition de mission, un microservice d'acquisition de freelancer, un microservice de qualification, un microservice de matching, un autre de meeting pour que le client et le freelance se rencontrent, un autre de signature de contrat, etc. Et on est encore comme ça d'ailleurs. Et en fait, c'est génial, mais tu te dis, ok, ça c'est donc lesquels sont en no-code. J'en ai 100% en no-code pour l'instant. Lequel est le plus pourri, entre guillemets, en no-code, lequel fonctionne le moins bien. C'est celui-là que je vais aller coder. Et parce que tes users, ils s'en foutent que tu sois en no-code ou pas. En soi, tes users, nous les clients, ce qu'ils veulent, c'est... Limite, ils le voient même pas, de toute façon. Ouais, ils le voient pas. En fait, franchement, c'est... Moi, c'est ça que je trouve vraiment incroyable, c'est que tu n'as aucune distance entre tes idées et la réalisation quand tu maîtrises le no-code.
Donc t'as un super pouvoir, quoi. Et tes users, tu te rends compte qu'ils ils s'en foutent complètement. Parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est la promesse, la proposition de valeur, et que en coulisses, un peu comme un canard, quoi, tu vois. Le canard, t'as l'impression qu'il flotte tranquillou et qu'il est très chill. En dessous, il pagaie comme un dingue, il neige. En fait, c'est pareil. Le client, ce qu'il veut voir, c'est un beau canard qui flotte et que tu lui délivres ce que tu lui as promis. Mais en dessous, si tu pagaies, si tu rames, si en coulisses, c'est pas son problème. Donc, si tu migres du no-code au code, faut vraiment pas interrompre l'expérience client, quoi. Ça, c'est important. C'est intéressant. Dans ta tribune, tu disais, on reviendra dessus après, que les développeurs n'avaient pas de soucis à se faire et que tout ça allait. Il y aura toujours besoin de développeurs. Moi aussi, j'en suis convaincu. J'en suis un à la base, même si je suis passionné par le no-code. Et là, je trouve que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que ça doit y avoir une collaboration. Exactement. En fait, il peut y avoir du bootstrapping 100% no-code. Nous, en tout cas, souvent, ce qu'on dit dans le contournement, c'est que le no-code, c'est surtout bien pour bootstrapper. Ouais. Pourquoi pas commencer à passer à l'échelle. À un moment, nous, on pense qu'il faut quand même avoir besoin de développeurs. Ouais, c'est très vrai. Même si aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Bubble, avec Webflow, il y a des choses qui tiennent la charge vraiment de la production. Mais suivant le service, le besoin, les développeurs sont toujours utiles. Mais je crois que cette collaboration, c'est ça qui est vraiment puissant, en fait. Ouais, vraiment, c'est clair. Et je pense que tu l'as très bien dit. Il faut absolument, parce que nous, aujourd'hui, quand on regarde les raisons de refus d'un freelance tech français, la plus grande raison, c'est le client sait pas ce qu'il veut. Grosso modo, le brief est pas clair, le client, donc le projet est pas super clair. Et en gros, ce que je me dis, c'est que justement, si tous les clients passaient par une couche de no-code, ça ferait énormément de bien aux devs, parce que en fait, ça donnerait des briefs beaucoup plus clairs. Ça éviterait d'aller dans un sens, de jeter, d'aller dans l'autre sens. Bien sûr qu'il faut continuer à itérer, que fail fast, et qu'il faut, etc. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que si tu prends, tu dis à tous les développeurs, ok les gars, regardez, l'année prochaine, toutes les boîtes vont passer par du no-code. Vous verrez que vous aurez beaucoup plus de boulot. Franchement, parce que en fait, tu vas avoir plus de succès. Et en plus, vous allez avoir des missions beaucoup plus quali, avec des clients qui en fait, ont vraiment mis en prod des MVP, ont vraiment fait du no-code, ça leur a permis d'apprendre énormément. Donc, ils ont des briefs ultra clairs. Et donc, ça évite la frustration ou le côté très flou, notamment plutôt en start-up, où les fondateurs savent pas trop ce qu'ils veulent, quoi. Donc, le fait de bâtir des workflows sur Bubble, le fait d'aller mettre ton front dans la main de tes users, de faire un début du UX, etc. Je trouve ça... En fait, c'est le no-code est le meilleur pote du dev, quoi, vraiment. Et même d'ailleurs un développeur, pour moi, si vraiment, tout bon développeur devrait être un pro du no-code, parce que en fait, tu utilises la techno comme un outil pour résoudre ton problème. Et donc, tu sors pas une scie si je te demande de couper une mini branche, quoi. Enfin, tu vois, tu la casses avec tes mains et c'est pareil, quoi. Une des compétences des développeurs, ça devrait être de trouver tout le temps le meilleur outil pour faire ce qu'il y a à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans pas mal de cas, je pense que le no-code est le meilleur outil, quoi. Quand on dit le meilleur, en tout cas le plus efficace, peut-être il faut distinguer aussi l'efficacité vraiment de la meilleure manière de faire. Mais là, on est dans des contextes où on doit aller vite, on doit délivrer. Et donc, Puis c'est un contexte qui est très faible effort, gros impact. En gros, ce que tu recherches tout le temps, c'est quel est le minimum d'effort qui générera le plus gros impact. Et oui, pour moi, en fait, aujourd'hui, le no-code est une arme d'efficacité dingue. Et dans la plupart des sujets, en fait, t'as pas besoin d'aller chercher du deep learning, quoi. Enfin, en fait, non, c'est pas ça le sujet. Faire de la tech pour faire de la tech, on le sait, ça n'a aucun sens. Et donc, encore une fois, je pense que je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai que on a souvent tendance à considérer. Il y a un jugement de valeur un peu entre justement le côté un peu deep tech face au no-code, un peu genre nous on est smart et vous êtes un peu des cutéreux, enfin vous essayez des trucs, mais c'est complètement con parce que en fait je pense que vraiment c'est une techno en fait le no-code, quoi. C'est un outil, c'est un langage, quoi. Donc il faut pas le voir comme étant moins bien ou quoi. C'est à problème donné la meilleure solution parfois, quoi. Ouais, non, tout à fait. Et alors du coup pour en venir un peu à la tribune que tu as publiée dans Madines. Ouais. Donc du coup, j'imagine c'est un peu toute cette conviction venant de l'expérience de Comet qui t'a poussé à ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'écrire ça ? Bah ouais, exactement. Enfin, comme je te disais, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est bizarre parce qu'en fait tu dis qu'on n'a pas besoin de développeurs.
C'est pas du tout ce que j'ai dit, au contraire. Et donc je leur dis, toi, t'as lu juste le titre. Mais ils me disent, mais attends, ton business, c'est de faire en sorte que les boîtes, elles bossent avec de plus en plus de freelance tech. Donc pourquoi tu dis pas, tout le monde a besoin de développeurs ? Non. Moi, je l'ai faite parce que ouais, c'est un truc que j'ai vécu. Je vois beaucoup de gens un peu frustrés qui voient des problèmes au quotidien, parce que pour monter une boîte, la meilleure chose, c'est d'identifier un problème. Ils ont vu des problèmes dans leur vie et ils se disent, putain, j'ai une idée. Tout le monde a une idée. Tu parles un soir avec des gens qui sont même peut-être pas entrepreneurs, tu leur dis que tu es entrepreneur et ils te disent tous, ah, j'ai eu une idée. Et c'est trop marrant. Et c'est cool. Et en fait, en général, quand tu leur dis, bah, pourquoi tu le fais pas, alors tu as soit le côté, bah, parce que je suis papa, parce que je suis maman, parce que, et normal, quoi. Et financièrement, ça peut être tendu. Mais il y a très vite un côté, parce que je sais pas développer, parce que j'ai pas de potes développeurs. Et en fait, donc moi, je me suis dit, et c'est pas que ça m'énerve, mais même en soirée, quand c'est pas du tout le cadre, des fois je dis mais arrêtons avec ça. Viens voir demain, on se voit 1 heure si tu veux sur la pause déj ou au petit déj ou le soir, et je te montre et je te donne un pack où ce week-end, plutôt que de faire la fête ou ce que tu veux, bah, ce week-end tu te mets sur ton idée et tu le fais, quoi. Et donc moi c'était un truc perso où je me suis dit, moi ça m'a, je sais pas si sauver la vie c'est peut-être trop pompeux, mais moi monter une boîte ça m'a fait un bien incroyable et j'ai une sorte un peu trouvé ma voie, même si ça sera peut-être que des fails, mais j'adore ça. Et j'ai envie de partager ça avec les gens. Donc ça c'était perso. Et aussi pour le côté pro, pour Comet et tout, justement pour encourager un maximum soit de startups, soit de grands groupes, à dire en fait plus vous aurez du no-code chez vous, plus vous allez envoyer de la qualité à notre communauté. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que quand on regarde aussi soit les refus, soit les missions qui se passent pas bien, alors on en a très peu, on a démarré pratiquement 5000 projets en 3 ans et il y en a moins d'1% qui ont fail, donc c'est très faible, mais en fait quand tu regardes quand même ces 50-60 projets, en fait vraiment, les gens sont partis, les freelances ont arrêté parce qu'ils se disent en fait le client est un peu fatigant, il part à gauche puis à droite puis à gauche puis à droite, il sait pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et donc j'ai vraiment envie d'évangéliser entre guillemets le no-code, à la fois personnellement parce que j'ai envie de propager cette énergie qui est entreprenez, c'est génial, et faites-le en no-code, il n'y aura plus de frontières, et pour Comet en disant bah, passez par le no-code, vous allez devenir beaucoup plus smart face à votre produit, et donc vous allez apporter des missions encore une fois beaucoup plus quali à la communauté, quoi. Ce que tu veux dire du coup, si je comprends bien, enfin sur ce dernier point qui Ouais. est intéressant, que peut-être que avant de vous appeler, avant de recruter un de vos freelances, quitte à peut-être même ne jamais du coup le recruter, il faut mieux que les gens se mettent au no-code, Ouais. prototypent leur truc eux-mêmes, peut-être même le font eux-mêmes du coup et y arrivent. Ouais, exactement, et je pense qu'on devrait faire un partenariat là-dessus, parce que tu vois, je me dis, Bah, avec plaisir. en fait, les clients il y a différents niveaux de maturité, tu vois, il y a des clients qui sont des DSI, qui sont des équipes IT, digital, elles ont besoin de freelancers, top, et elles savent exactement quelles skills, quel techno, quel projet. Elles ont l'habitude de bosser avec des freelances aussi. Ouais, exactement. Elles sont vraiment très matures. Ça, c'est un peu le summum de la maturité, mais tu as énormément de clients, que ça soit d'ailleurs, là aussi, encore une fois, il y a beaucoup de grandes entreprises ou des PME, ou en fait qui n'ont aucune connaissance, et il faudrait tu vois, les former un peu en mode War Room Express, mais les former au no-code et leur dire ok, là sur ces 3 prochains mois t'as pas le droit de dire j'ai besoin d'un développeur, t'as pas le droit de te dire oui mais il me manque un data scientist. Ton seul métier dans les 3 prochains mois c'est de faire ton produit en no-code, de faire ton MVP, de bootstrapper, et on se revoit dans 3 mois. Et je pense que ça devrait être une étape obligatoire. Nous, aujourd'hui, on qualifie aussi les missions qui sont déposées. Et c'est grosso modo une mission sur 2, voire parfois sur 3. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça dépend un peu des saisons. Mais notamment l'été, on reçoit plus de bruit que le reste de l'année. Mais c'est grosso modo une mission sur 2 qu'on refuse. Et cette mission sur 2, je suis sûr que si tu l'envoies en no-code, elle reviendrait après en vraie belle mission, quoi. Ok. Bon, c'est intéressant, ça me coupe un peu d'une de mes questions que j'avais prévues, dont j'étais très fier. Non, non, pas du tout. Non, c'est hyper intéressant. Au contraire, surtout, c'est vrai qu'en plus, je vois des opportunités de faire des choses ensemble. Donc, Grave. non, et j'adore ton approche. Et nous, on dit ça vraiment souvent. Franchement, le meilleur cahier des charges à donner à un dev. Moi, j'en ai reçu beaucoup des cahiers des charges, beaucoup que j'ai pas compris, beaucoup que j'ai. C'est un proto, quoi, un proto fonctionnel fait avec Bubble, parce qu'en plus, non seulement on a le proto sur lequel s'appuyer, puis on a en face un client, donc je parle en tant que développeur, qui a compris les principes de base, qu'est-ce que c'est une base de données, qu'est-ce que c'est une interaction avec un utilisateur, enfin. Ouais, c'est clair. Donc là, je peux pas être plus d'accord avec toi. Ma question, c'était un petit peu plus anecdotique, mais c'est juste, votre focus, c'est plutôt sur la tech.
Ouais. Est-ce qu'un jour vous voyez avoir des freelances qui mettraient comme skills No code. No Code, Moi, Webflow, j'aimerais trop, ouais. Bubble par exemple? Ouais, j'aimerais trop. Et tu vois, comme je te disais, je pense que moi, je vois vraiment Bubble ou d'ailleurs le no code comme une skills, quoi, vraiment. Et une skills tech, en fait. Ça peut être paradoxal, mais je vois le no code comme une skill de code. Et donc, ouais, j'aimerais vraiment qu'on ait dans la communauté tout un pool de freelancers qui soient justement pure player no code, voire des développeurs qui ont cette skills en plus. Et ouais, d'aller adresser toutes les boîtes. En fait, oui, j'aimerais trop. Ce que je me dis aussi, c'est que les clients devraient se former, quoi. En gros, tu vois, en fait, c'est pour ça que ma question paraît moins pertinente avec ce que tu disais avant, quoi. En fait, je suis d'accord. Parce que je sais qu'en gros, tu as des clients qui n'ont pas le temps, voire la motivation pour eux-mêmes faire ça. Il y a des clients qui sont experts métiers, par exemple, qui ne pourront pas même faire du no-code. Parce que, encore une fois, soit pas le temps, soit pas la motivation, soit les deux. Donc, plutôt que d'aller mettre 20 000 euros en fait, dans un proto ou 50 000 ou plus, bah, pourquoi pas, en fait, tu vas prendre un projet plus court, plus rapide de 2000 pour avoir ton proto en no-code. Donc ça me plairait. Mais oui, en fait, je pense que c'est plus sur de la formation. En soi, l'un des gros intérêts du no-code, c'est que pour moi, c'est mieux si c'est pas externalisé, quoi. Enfin, tu vois, c'est mieux si c'est pas sous-traité. Et si tu as la vision de ton produit, en tout cas une première vision de ce que tu veux faire, naturellement, c'est beaucoup plus sain si c'est toi qui le fais. Donc, j'aimerais en avoir dans la communauté parce que je pense qu'il y a quand même un marché avec des boîtes, en l'occurrence là plutôt des grands groupes, mais qui vont pas pouvoir vraiment s'allouer, tu vois, un expert du risque bancaire. Peut-être que c'est difficile pour lui d'aller vraiment se former au no-code et de le faire. Par contre, donc ça j'aimerais bien. Ce que j'aimerais, c'est que pour moi, ça devrait être obligatoire à l'école déjà. Enfin, ça devrait être obligatoire, je sais pas si c'est au collège ou au lycée, mais obligatoire. Et après, ça devrait être limite obligatoire dans tous les onboarding de toutes les boîtes. Enfin là, on est quand même au 21e siècle, on va arriver en 2020. On devrait dire, il y a 3 mois d'onboarding. Dans tes 3 mois, on aura grosso modo l'équivalent de 2 semaines où tu seras formé au no-code. Parce que nous, là, on est 60 chez Comet. Et nous, c'est un truc qu'on fait. En gros, tout le monde connaît, enfin, on introduit Zapier, même Bubble, etc. Google Spreadsheet, enfin, toutes des extensions Chrome et tout. Et donc, moi, l'un de nos sales, quelqu'un en finance, quelqu'un en marketing, quelqu'un même au RH, comme il connaît le no-code, honnêtement, il est peut-être 20 ou 30% plus productif, entre guillemets, que s'il ne connaissait pas. Donc, ça a des vertus énormes pour le business, ça a des vertus énormes pour les gens, parce qu'en plus, ils sont beaucoup plus employables demain. Enfin, donc vraiment c'est un truc central, je pense qu'il faut. Ouais, non, c'est un super retour d'expérience parce que je pensais pas du coup que vous aviez vraiment tout le monde qui y passait entre guillemets. C'est vrai que nous aussi on est assez convaincus de ça. Quand on parle de transformation digitale, transformation numérique, etc. Ouais. Pour moi, faire une demi-journée de HTML et CSS, ça a aucun sens. Surtout que les gens ils font que copier-coller du code, ils y comprennent rien. Par contre, faire une demi-journée de Bubble, à mon avis, ou une journée, on va dire un petit peu plus de temps et rentrer dedans. Bah là, tu as compris un peu quelque chose à Internet, quoi. Tu as compris un peu quelque chose aux applications. C'est clair. Et tu peux vraiment faire quelque chose que tu mets en ligne. Donc, ouais, c'est pour ça que je pense que c'est. Enfin, tu l'as très bien dit. Je vais pas le répéter, mais ouais, je pense que si tu veux faire des sortes de formations flash, encore une fois, dans cette idée d'efficacité, oui, tu peux aller essayer d'expliquer le développement à quelqu'un du métier, d'un métier rien à voir. Il va ressortir en me disant je suis allé au musée en fait, j'ai vu des trucs. Et alors que si tu mets la même personne dans une journée d'atelier pratique sur Bubble, en fait, il repart en me disant regarde, il est content ou elle est contente, mais elle se dit regarde, je viens de faire cette application, elle est en live, et ça change tout, quoi. Ouais, c'est ça, plutôt qu'avoir fait une page HTML, CSS moche qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens, alors que tu pourrais te dire, prends le problème que tu as vécu ces 7 derniers jours, qui est important pour toi, et puis essaye de voir comment tu y réponds. Et ça, on va le mettre en prod ce soir. Ce soir, c'est en prod. Ce soir, tu l'utilises. C'est possible avec Bubble. Ouais, non, ou avec d'autres produits. Mais... Et alors, si tu avais... quelques conseils, ou plusieurs conseils, justement, t'en as distillé un petit peu au fur et à mesure, mais voilà, pour les entrepreneurs qui se lancent, je dirais surtout ça, c'est le focus, on va dire. C'est vraiment de se demander à soi-même
d'arrêter avec les excuses j'ai pas d'argent, j'ai pas de compétences, j'ai pas de dev. Et en fait, de se dire, t'as tout ce qu'il faut. Et vraiment, ça paraît bête. Alors, je sais encore une fois qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup de marchés, la pharma, la banque, même les produits physiques, c'est beaucoup plus complexe. Mais là, je parle, aux entrepreneurs plutôt du web. Mais encore, donc le premier, c'est en fait, si tu te poses la question de monter ta boîte ou pas, vas-y. Enfin, on est le pays où tu es payé pour le faire si tu as la chance d'avoir le chômage, donc vas-y. Et encore une fois, nous, on a mis 1000 euros dans la boîte, à 3. Donc, on a mis 330 euros chacun. On n'avait aucune compétence. Et on n'est pas du tout les seuls. En fait, quand tu regardes dans les boîtes, il y a de plus en plus de belles histoires grâce à des outils qui sont sortis ces 10 dernières années, grosso modo. Donc, ouais, le conseil, ça paraît bizarre comme conseil, mais c'est plutôt... je sais qu'il y a une petite voix au fond de toi qui se dit « il me manque ça », c'est faux. En fait, il te manque rien du tout. Vas-y, et puis en plus, tu vas te marrer, quoi. Ok, super. Et alors, dernière question qu'on pose un peu à tous les gens qu'on reçoit ou qu'on croise. J'imagine que tu es bien occupé avec Comet, mais si tu avais un side project, peut-être t'en as un, je sais pas, que tu ferais en no-code a priori, mais ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que ça serait ? J'en ai pas, mais il y en a un qui me démange trop, qui est, en fait, j'ai découvert le remote depuis 3 mois. Avant, j'étais un fervent défenseur, mais pas un utilisateur. Et en fait, là, même plus depuis 3-4 mois, je pars une semaine par mois à faire du remote. Et je me suis rendu compte que c'était tellement un bordel, parce que je suis parti en Suisse, je suis parti en Angleterre, aux Pays-Bas, etc. Et en fait, impossible de savoir quel était l'hôtel avec une vraie qualité de Wi-Fi. Enfin, en gros, ce que j'aimerais créer, le vrai problème, c'est je veux partir un peu en mode nomade. Je veux partir bosser en remote dans une ville que je connais pas. Et en fait, impossible de savoir quel est l'endroit où je dois dormir, l'endroit où je dois bosser, ce que je dois voir et tout. Et donc, j'aimerais faire une sorte de marketplace où, en gros, je package le bon hôtel, les bonnes expériences, les bons coworking et tout. Et je te donne une carte et tu te dis, OK, je vais aller bosser en Laponie. Et ben en fait, grâce à ce produit, tu arrives en Laponie et tu as les meilleures conditions de travail pour que tu aies une performance parfaite et en même temps que tu aies quand même profité de la Laponie, quoi. Donc c'est un peu chelou comme cette project. Okay. Non, c'est une bonne idée. Il y a un site, je sais pas si tu connais, peut-être Nomadlist. Ouais. Qui est un peu un cran au-dessus, juste les villes et un peu. Ouais. Mais j'aime bien l'idée que ça te dit un peu la qualité globale du Wi-Fi, d'internet dans la ville, etc. Toi, tu veux descendre un cran en dessous et donner carrément les endroits. Avoir le côté très seamless de. Je mets ma carte bleue sur ce truc-là et limite ça me prend le train, ça me book l'hôtel. Un truc très très simple où c'est du one click et ça y est, je suis virtuellement déjà là-bas, quoi. Mais c'est vrai que oui, il y a quelques produits, il y a de plus en plus de blogs aussi ou de contenu qui permettent, avec des retours d'expérience sur des hôtels, sur des trucs. Et en fait, j'aimerais agréger un Captain Train qui s'appelle Trainline maintenant, avec ce genre de blog ou de site, et essayer de packager une expérience qui est... parce que je pense que dans la réglementation, le remote va... très bientôt, je sais pas si c'est 3 à 5 ans, mais à un moment on va comprendre qu'on est idiot de pas mettre du remote partout, du remote intelligent. Donc je pense que ce qui est cool, notamment par exemple, si ce n'est qu'en France, on est un pays très centralisé, et donc je pense que pour aussi redécouvrir à fond nos provinces, peut-être même redynamiser un peu l'économie en province, qui est dynamique, mais lui donner un coup encore plus sympa, le remote fera du bien. Donc j'aimerais aller encore plus loin dans le truc, quoi. Voilà. Ouais, en plus avec le plan haut débit ou je sais plus là en France là, pour couvrir toute la France, si tu peux aller au fin fond de la campagne, être un peu au calme, au vert et en même temps pouvoir bosser. C'est ouf. Enfin, moi je suis d'accord aussi. Sur certaines parties du métier de CEO, il y a une partie qui est très stratégie ou prendre du recul. Enfin, mine de rien, quand je pars en remote, c'est pas une semaine entière, je pars 3 jours plus le week-end, mais les 3 jours je bosse là-bas. Et franchement, quand tu bosses, j'ai bossé au Lac Léman en Suisse il y a 2 semaines. Bah en fait, il y a rien de mieux pour essayer de prendre du recul sur la boîte et de penser un peu à 2020, 2021. Si je le fais là à Paris avec l'intensité parisienne, la pollution sonore et l'intensité au taf, l'effervescence. Bah ouais, forcément que je suis moins fort, quoi. Non, puis tu prends physiquement du recul. Moi, je trouve qu'en général, ça donne un peu aussi de l'inspiration des fois, de voir d'être ailleurs, changement de cadre. C'est clair, ça fait... Cool. Bah écoute, je serai cliente de ce site si un jour tu le fais. Très cool.
Et bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Franchement, Merci à c'était toi. vraiment une super discussion. Si jamais les gens veulent te suivre, pour en savoir plus Ouais, alors au j'ai quotidien. écoute, Charles Thomas Comet sur Google, et en fait il y a directement mon LinkedIn, le Twitter et ceux de Comet aussi. Donc on publie aussi pas mal sur Medium. Donc pareil, le mieux c'est de taper Charles Thomas et Comet sur Google, et il y a les 3-4 bons liens directement, quoi. Cool. Ouais, effectivement, j'ai lu certains de vos derniers posts sur Medium et c'était hyper intéressant. Trop Moi, cool. je suis assez fan des boîtes qui documentent un peu leur parcours, ouais. leur culture et tout ça. Donc Trop bien. super, continuez parce que ça c'est vraiment super. Trop cool. Merci à toi. Merci. Beaucoup.